Il incarnait l'idée du populaire en prenant le visage chaque matin, du mardi au dimanche. Le petit peuple du 12e arrondissement et du 11e voisin venait y faire ses courses sans craindre d'y laisser sa chemise. La valeur sociale du marché à Ligre ne résidait pas en effet dans le pouvoir d'achat dont disposait sa clientèle ou le simple chaland, mais dans la philosophie qui le définissait. Le marché à Ligre valorisait certes les achats du quotidien, mais pas seulement. L'achat impulsif y avait toute sa place, que ce soit une vieillerie d'un brocanteur ou un vêtement vendu par un marchand de fripes. Reste que la culture du lieu échappait à l'appétit consumériste. Sa philosophie, chacun doit y trouver son compte, le vendeur et l'acheteur. Autrement dit, la transaction devait être mutuellement profitable. Ce marché, je l'ai découvert par hasard. Quand on vivait à proximité du marché Barbès, dans le 18e arrondissement, on n'avait aucune raison de se détourner de ce marché multiculturel, une adresse à l'image du quartier, canaille et populaire, bruyant et gourmand. Chaque samedi de marché, lorsque nous arpentions sa longue allée, je ressentais une frénésie à m'y émerger, appréciant néanmoins le moment de m'en extraire, nos achats terminés. Notre second plaisir nous attendait de l'autre côté de la rue, à l'une des terrasses de café. Nous regardions alors la masse humaine grouillante du marché, et de regoûter à distance, nous régalant du plaisir d'observer cette cohue remuante, glissant à pas lents d'un étal à un autre. Nos commandes servies, il nous fallait être très patients avant cela. Je mordais alors dans un beignet trop huileux, buvant à petites gorgées un thé à la menthe au goût de diabète, tant il était souvent trop sucré, mais le bonheur né de ce spectacle humain dominait tout. Un matin donc où je sortais d'un rendez-vous professionnel rue Saint-Antoine, dans le 12e, je décidai de déambuler dans les rues adjacentes pour tuer le temps. Un autre rendez-vous m'attendait 1 heure plus tard. J'étais gagné par une humeur traînarde, l'envie de me perdre dans des ruelles qui ne m'étaient pas familières. Quand soudain, je croisai une dame qui tirait un chariot débordant de victuailles, puis une deuxième, puis d'autres encore. Au loin, des bruits me parvenaient. Je pris alors la rue Charenton et je tombai sur le marché à Ligre. De ce côté-ci du marché, les vendeurs étaient tous arabes, proposant des fruits et des légumes à prix très doux. La clientèle était d'allure modeste. Je m'offensais alors parmi la foule, de la curiosité dans les yeux, quand j'échouais sur la dite place à Ligre. Des brocanteurs y proposaient des objets d'occasion, des livres, des disques vinyles, des photographies, des vêtements, de la vaisselle, du petit mobilier, des bibelots, des tableaux, des bouteilles de vin ou d'eau-de-vie, etc., etc. Cette caverne d'Ali Baba à ciel ouvert provenait d'appartements ou de maisons vidées par ces professionnels à l'occasion du décès d'un parent âgé, d'un déménagement à l'étranger ou dans un département lointain. Les bouquinistes et les bibliophiles venaient y débusquer les bonnes affaires. Qui un incunable qui dormait dans la bibliothèque d'une famille bourgeoise? Qui la première édition d'un classique de la littérature? Qui un livre dédicacé par un auteur illustre? Qui une peinture oubliée dans un grenier et dont l'œil fin d'un chineur avait démasqué une cote artistique? C'était aussi l'époque où les fans de musique venaient y chiner les albums épiques de David Bowie, Led Zeppelin, les Pink Floyd, les Beatles ou les Rolling Stones. Le renouveau du disque au début des années 2000 avait éveillé le désir de se constituer une discothèque des classiques pop et rock. La spéculation marchande sur ce revival du 33 tours était tout juste naissante, de sorte que la satisfaction de trouver ces perles musicales était assouvie pour des sommes modiques. Tout autour de la place, des cafés et des restaurants sans chichi donnaient un goût de sortie au marché à Ligre. Le week-end venu, s'arrêter après avoir fait ses achats, c'était se risquer, particulièrement les jours ensoleillés, à la chaleur humaine de l'endroit. Les odeurs de steak frites, de couscous ou de sardines grillées vous dissuadaient de vous lever de votre chaise. Comment résister à la tentation d'un déjeuner sur place? 1 heure plus tard,
on avait atteint le comble de l'optimisme. Rassasié sans excès, mon cerveau était prêt à reprendre le cours de son activité physiologique, la pensée claire du moment de sérénité puisée au marché Aligre l'ayant puissamment régénéré. Et puis, je n'y ai plus mis les pieds durant plusieurs années. Étant très rarement à Paris durant les week-ends, le marché Aligre s'était perdu dans mes souvenirs joyeux, coexistant avec un certain nombre de lieux de la capitale immortalisés dans ma mémoire. Quand le hasard s'invita dans mon existence. Travaillant à l'écriture d'un ouvrage sur l'histoire récente de l'urbanisme parisien, je m'intéressais à la métamorphose de l'ancien Îlot-Châlons, près de la gare de Lyon. L'endroit a accueilli et abrité durant des décennies la France des immigrés maghrébins venus trimer dans ses usines et ses chantiers. La liquidation urbaine de ce quartier pour mettre fin aux normes de la gentrification, cette ère connexe à la gare de Lyon reconfigurée aux nouveaux standards des sphères marchandes, avait éjecté ces individus loin de Paris. C'était une fin de matinée. Je quittais l'ex-Îlot-Châlons par une de ses rues adjacentes quand j'échouais sur le marché Aligre. Il faisait beau en ce samedi de printemps, et puis ce choc. Cette première image est restée gravée en moi. Elle résume à elle seule la mutation du marché au forceps de la capitale. Moins d'une dizaine de maraîchers occupaient la première moitié de la rue. Tous arabes, je le reprécise. Leurs produits venaient majoritairement d'Espagne et du Maroc. Les prix pratiqués étaient très corrects. Leurs fruits et leurs légumes ne racontaient pas d'histoire. Leur provenance n'avait pas besoin de compléments d'information. Leur clientèle modeste, française arabe, étrangère, n'avait pas les moyens d'être exigeante. Le prix primait surtout, point barre. Dans une capitale qui réduit la place de ses infortunés, ces maraîchers sont une bénédiction. Ils rendaient les temps un peu moins difficiles pour les petites bourses, et ça n'a pas de prix pour leur tranquillité d'esprit. Je rejoignais ensuite la place Aligre. Sur la gauche, impossible de nier cette évidence. Le marché couvert était devenu une niche pour les revenus prospères. En m'y faufilant de long en large, je ne lui surpris aucune discordance avec les marchés couverts des arrondissements bourgeois de la capitale. J'en ressortis aussitôt. Je déambulais à présent sur la place occupée par les brocanteurs. C'était le jour et la nuit, avec leur présence il y a une quinzaine d'années. Je reconnus l'un d'eux, un ancien de la place. Nous nous saluâmes. Je lui fis aussitôt part de mon étonnement. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il lâcha un petit ricanement. Ils ont fait le ménage. Et ça n'est pas fini. Cet homme tient commerce depuis une trentaine d'années. Il est connu dans le métier. Il revend des objets achetés dans des maisons et des appartements vidés par leurs propriétaires. « Je suis le dernier des Mohicans », rigola-t-il. Il me décrivit alors la stratégie pernicieuse de déblaiement de la place par la ville de Paris. « Vous voyez la porte vitrée neuve là-bas ?» Il me montrait à présent une entrée qui avait échappé à mon regard scrutateur quand je marchais dans la partie arabe du marché. Des investisseurs ont acheté cette partie de l'immeuble pour en faire des logements Airbnb. Vous le croyez, ça ? Aligre, une adresse Airbnb. Il tapa sur une pile de livres avec sa main droite. Voilà ce qu'ils veulent faire du secteur. Une zone pour les touristes. Je suis le dernier des Mohicans, je vous le dis, rigola-t-il à nouveau. Nous nous serrâmes la main et je le quittai. Je poursuivis ma promenade dans le marché. Les commerces qui le bordaient avaient changé de propriétaire. Leur façade exaltait la couleur de l'argent. Un sentiment de tristesse m'envahit. L'art du même, la fortune du même, finalement, les goûts du même. La radicalité de la gentrification dans toute sa rudesse défilait toute nue sous mes yeux stupéfaits. Ce bout du marché était aux antipodes du premier. Produits bio, hors de prix. Produits non bio, venus des fermes usines, d'Espagne, hors de prix également. Ici, on ne doutait pas que ce concentré petit capitaliste permettrait aux vendeurs de faire leur beurre à la fin de la matinée. La fin du marché populaire d'Aligre exige de nous qu'on s'interroge vraiment sur la nature de l'identité de Paris. Quand le système de force qui l'organise fait la guerre sociale à une partie de ses habitants, c'est une société urbaine jalouse de ses capacités économiques qui en déduit l'intérêt général. Cette société, sans goût pour le collectif, agit exclusivement pour ses intérêts propres.
Elle n'a cure des reproches qui lui sont faits. Le marché à Ligre était une verrue sociale dans cette atmosphère capitaliste, s'il était resté dans son jus. Leur point d'honneur fut de le sacrifier. Paris n'est vraiment plus une fête. Accablant ? Non.